joining me, I think I'm going to start maybe by asking you to briefly introduce each one and each organization and say a couple of words about your involvement in the hotel sector. Maybe start with you, Belinda. Yeah. Good morning, everybody. So I'm Belinda, coming from Mauritius Island. I represent GRIT Real Estate Income Group, and I'm the Chief Investment Officer. So the company is multi-listed on the LSE, the London Stock Exchange, the Johannesburg Stock Exchange, and the Mauritius Stock Exchange. The company is domiciled in Mauritius. However, our investments are throughout the whole African continent. We have 25 assets. We are invested in 7 countries, namely Mauritius, Botswana, Kenya, Morocco as well. And where do you have hotels? And we have hotels in Mauritius, principally in Mauritius. In Mauritius. Yes, yes, yes. Excellent. Thank you very much, Belinda. Ahmed, please. Mohamed El Marini. I'm the GM of Iglesias in Morocco. Iglesias is a quite new group that has been incorporated in 2014. Excuse me, just quickly. Yeah. Again, I apologize. It's my habit of going back to English. If you can actually just speak up a little bit, and you have the choice of donner. On peut le faire en français si c'est mieux. Je pense que l'audience a préféré le français tout à l'heure. Oui, j'ai juste moi-même j'ai un peu oublié. Je m'excuse. Okay. Ouais, donc c'était français. Oui, c'était décidé tout à l'heure français. On peut faire moitié-moitié. Donc le groupe Eagle Hills a été créé très récemment en 2014. Abu Dhabi, mais avec une stratégie de développement à l'international surtout. Donc 95% à peu près de notre activité se fait dans une dizaine de pays aujourd'hui. Une très forte croissance, une dizaine de pays déjà et d'autres pays en perspective. Notre stratégie de développement, c'est-à-dire opérationnelle, est basée sur le développement de communautés, donc pour vraiment tout mettre dans un mot. C'est-à-dire donc le développement de quartiers plus ou moins grands à l'échelle de la ville ou plus petits. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous développez les hôtels aussi dans voilà. ces master plans. Quartier, c'est justement cette intégration de l'ensemble des composantes real estate qu'on peut imaginer, du résidentiel, retail, pardon, hospitality, des équipements communautaires comme des centres de conférences, etc. Et là au Maroc, vous avez des développements hôteliers au Maroc? Tout à fait. Alors nous avons actuellement 4 grands projets au Maroc, et sur chacun d'eux, il y a au moins un hôtel. Au moins. Donc, 1 ou 2 hôtels par développement. Super. Kingdom Hotels. Bonjour. Donc, je suis Atiman Jabri, je représente Kingdom Hotel Investment. Kingdom Hotel Investment, c'est la division hospitality du groupe Kingdom Holding Company, basée en Arabie Saoudite et fondée par Son Altesse Royale le Prince Walid bin Talal. Kingdom Hotel Investment, c'est 3 divisions. C'est une première division qu'on appelle Management Companies. Donc on est actionnaire de référence au sein de Four Seasons, avec nos partenaires Bill Gates. Nous sommes le troisième actionnaire de référence au sein de Accor. Historiquement, nous étions propriétaires de Movenpick et de Fairmont Raffles qu'on a cédé à nos amis de Accor. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est le pôle Trophico, où on possède 2 hôtels qui sont le Georges V à Paris et le Savoy à Londres. Et le troisième pôle qui est ce qu'on appelle Emerging Markets. Donc à notre apogée, on était propriétaire d'une 50aine d'hôtels en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on a un portefeuille de 6 hôtels dans cette division. Super, merci. Olivier. Bonjour à tous, Olivier Granet, 20 ans chez Accor et une dernière position de CEO pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et ravi de changer de vie professionnelle et de rejoindre le monde des investisseurs et de passer du côté investisseur à travers donc Cassada Capital Management. Cassada Capital Management qui est une société aujourd'hui de conseil qui travaille sur la mise en œuvre du fonds d'investissement qui a été annoncé par Accor et Qatar Hospitality.
donc soutenu par Accor, avec le soutien des actionnaires de Accor et Qatar Hospitality, et qui, désolé pour tous nos amis marocains et d'Afrique du Nord, se concentre sur l'Afrique subsaharienne. Subsaharienne, oui. Mais pour effectivement apporter une nouvelle dynamique en termes d'investissement en Afrique subsaharienne et d'expliquer pourquoi le rôle d'opérateur en Afrique subsaharienne n'est pas forcément suffisant pour pouvoir développer de façon efficace un nombre important d'hôtels. Donc l'objectif est d'être un game changer et de pouvoir lancer une nouvelle dynamique à travers un volume d'investissement qu'on prévoit de 1 milliard de dollars, 500 millions de fonds propres et 500 millions de dettes. Donc, pour ceux qui cherchent de l'equity, ne laissez pas Olivier sortir avant de lui parler de votre projet. Adil. Oui, merci Naufel. Donc, Adil Ghzel, je suis directeur général d'Apline Alternative Investments et directeur général d'Elif. Alors, Apline Alternative Investments, c'est une société de gestion du groupe Banque Populaire. Alors, nous avons deux casquettes. Parfois, on est un LP, investisseur. Parfois, on est gestionnaire de fonds, que ce soit en private equity ou dans les fonds touristiques. Dans le tourisme, on est investi dans principalement deux fonds d'investissement, le fonds H Partners et le fonds Elif. Et nous développons des hôtels de différents segments. Et nous avons commencé ça vers les années 2008 jusqu'à présent, dans différentes villes du Royaume, en accompagnant les plans gouvernementaux qui étaient lancés à cette époque. Et aujourd'hui, avec des investissements sur Casa, Marrakech et d'autres villes du Royaume. C'est principalement du greenfield, donc vous avez fait principalement du développement à travers ces greenfield. On a fait du greenfield, on a aussi racheté des actifs en vue de les repositionner. De les repositionner. Très bien. Écoutez, je trouve que nous avons un panel assez diversifié. À la vérité, j'aurais bien aimé avoir plus que 40 minutes pour discuter avec cet excellent panéliste, parce qu'il y a une profondeur de sujet qui est assez intéressante. Je vais juste, en quelques mots, ou bien en deux mots, en un mot peut-être, décrire chacun de vous. Un spécialiste des beaux hôteliers et qui fait que les beaux hôteliers, qui est coté sur 3 bourses, qui est extraordinaire parce qu'on parle de Maurice, de Joburg et aussi de Londres. Un développeur, donc en parlant de problématiques de développement. Un investisseur qui a peut-être vu tout le cycle et qui est à ce stade propriétaire d'hôtel, qui a fait toute la phase développement et qui a été un des premiers à investir en Afrique. Othman, depuis quand est-ce que Kingdom Hotels investit dans les emerging markets? Effectivement, on a été précurseurs. On a commencé au début des années 2000, donc au moment où personne ne regardait le continent, que ce soit en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Et donc voilà, ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. De l'argent frais qui vient pallier peut-être à un manque d'argent orienté vers le secteur, mais aussi avec un partenariat particulier avec un opérateur derrière. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a le mix expérience partenariat et un fonds d'investissement ou bien un gestionnaire de fonds généraliste un peu, mais qui a eu l'expérience du développement des hôtels. Grit, pour que je comprenne, vous êtes un spécialiste des baux. Donc, tout ce qui est en bail, vous allez prendre. Si ce n'est pas en bail, ce n'est pas dans votre stratégie, c'est ça? Exactement. Nous, essentiellement, à ce jour, nous avons fait des acquisitions de 4 hôtels à Maurice, en version triple net lease, c'est-à-dire qu'au final, on ne détient que les murs et l'opérateur prend tout le risque opérationnel. Notre modèle de business est essentiellement tourné autour d'un taux de distribution de dividendes aux alentours de 8,5%. Donc vous distribuez, ça j'aimerais juste, si vous voulez, je vais m'arrêter un peu là-dessus, vous distribuez à vos actionnaires 8,5%. 8,5%, c'est-à-dire la base de ce calcul, c'est le prix de votre action. Et si moi j'achète votre action, vous me distribuez 8,5%. Exactement. En dollars. En dollars. En dollars. Et un retour sur la NAV de 3,5% environ. Donc, essentiellement, on donc, quelque part, votre promesse, c'est du 11,5% de rendement annuel. 11,5 à 12%. À 12% de rendement annuel. C'est votre promesse au marché à partir de baux commerciaux.
à partir de beaux commerciaux. L'avantage, je dirais, qu'on a, c'est que le fait d'être domicilié à Maurice, on détient une licence qu'on appelle une GBL 1, c'est-à-dire que ça nous permet de réduire de façon assez conséquente notre tax bill, qui se chiffrerait dans les environs de 3% de par la façon dont on structure le projet. Donc vous, lorsque vous investissez dans un hôtel ou bien dans un autre établissement immobilier, votre stratégie de détention n'a pas forcément une fin dans 5 ans ou dans 7 ans. Vous non. n'êtes pas dans la liquidation, vous êtes dans la détention long terme. Alors, à ce jour, je dirais que notre weighted average lease expiry sur les hôtels se chiffre à 13 ans. 13 ans. 13 ans, avec option de renouvellement sur 10 ans. Et aussi, donc, essentiellement, on a une visibilité sur du long terme avec nos hôteliers. Par contre, en ce qui s'agit de choisir quelque part l'opérateur qui sera dans les hôtels, on maximise beaucoup on the strength of the tenant. Yeah. À ce jour, on a investi essentiellement à Maurice, je dirais. On a 4 hôtels à Maurice, mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas dans la région, c'est-à-dire sur le continent africain. Éventuellement, si nous avons des opportunités d'investissement. Qui sont vos preneurs à Maurice? C'est public, vous pouvez le dire? Les actions? Oui, non, les locataires que vous avez sur les hôtels? Oui, nous avons comme partenaire sur notre SPV Hospitality, le groupe NMH, New Mauritius Hotel, qui est aussi listé en bourse. Oui. Nous avons aussi Lux Resort, qui est un des pionniers également du secteur hospitalier à Maurice, qui est aussi coté en bourse. Très bien, excellent. Donc là, on a affaire peut-être à un instrument qui n'est pas très commun, parce que lorsqu'on regarde généralement les opérateurs, il y a eu le panel des opérateurs hier, et quand on voit l'expérience que nous avons avec l'opérateur, il y a une tendance qui est de ne plus faire de bail et ne plus faire de bail de longue durée surtout. Et donc là, vous êtes sur une niche assez particulière, peut-être un marché qui est moins profond, mais qui clairement vous permet d'arriver à vos objectifs de rentabilité par rapport à vos actionnaires. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve dans votre stratégie, c'est qu'il n'y a pas de sortie en vue, donc il n'y a pas de problématique de sortie. Et ça, je trouve très intéressant. Atman, si tu permets, j'aimerais te poser la question à toi, parce que vous êtes les seuls, peut-être, à mon avis, à ce stade, vous êtes arrivés au point de sortie. Vous avez même entamé une stratégie de cession depuis quelques années sur certains actifs. Quelles étaient vos attentes lorsque vous avez investi par rapport aux sorties? Et quel est le marché que vous voyez aujourd'hui sur l'exit et sur la sortie des hôtels? En un mot, complètement différent. Effectivement, Naoufal, le business model pour nous a été d'investir et de vivre l'actif au sein tout au long de son cycle de vie. Donc c'était soit un développement qu'on faisait, soit un rebranding. Une fois que l'actif était construit ou rebranded, on faisait de l'asset management. Une fois qu'il était en asset management et que les performances étaient stabilisées, on le mettait sur le marché. Donc nous étions listés à Londres et à Dubaï entre 2006 et 2010. Et à partir de 2010, on a mis en place une stratégie de désinvestissement. Et depuis, nous avons vendu 25 hôtels en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser notre stratégie avec les 6 hôtels qui nous restent. En termes d'expectations, comme je disais, elles sont différentes parce que le business plan à la base était différent au moment du underwriting. Des choses se sont passées, c'est des marchés sur lesquels on a investi qui ont beaucoup changé. Lesquels en Afrique En Afrique, nous étions investis au Ghana, en Zambie, au Kenya, nous sommes toujours présents, au Maroc, en Égypte. Donc, il a fallu nous adapter, il a fallu adapter nos expectations, mais en tout état de cause, il restait positif et le sentiment était positif. Qui sont les acheteurs aujourd'hui lorsque vous voulez vendre vos actifs? Est-ce que c'est des institutionnels, des family office? Quelle est la typologie d'acheteurs d'un hôtel stabilisé déjà asset managed? Particulièrement en Afrique, c'est plus du régional et je dirais même du local.
On a eu de l'intérêt asiatique, on a eu de l'intérêt US, européen. On a cédé 2 actifs à un fonds européen il y a 2 ans. Mais je dirais, l'intérêt est là, mais la finalisation se fait avec des acteurs locaux. Des acteurs locaux. Donc on reste sur un marché où l'acteur local, d'un point de vue liquidité de fin, est plus probable. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, mais je sais que c'est des éléments peut-être confidentiels, mais juste un ordre de grandeur de chiffre de sortie ou bien de cap rate ou de yield de sortie? Je sais que c'est des choses où je ne vais pas vous pousser à nous donner des chiffres confidentiels. Non, je ne vais pas donner les spécificités par deal, mais je vais juste donner un range. On a fait des deals à 5,5% de yield, mais en général, je dirais c'est entre 7 et 9%. Donc vous voyez que le yield de sortie, sur la base de contrats de gestion d'hôtels gérés par des enseignes internationales, entre 7 et 9% en fonction de... C'est magnifique, c'est quand on arrive à trouver la liquidité, bien sûr. Quand on arrive à trouver la liquidité et qu'on s'adapte à la détention de l'actif, dans le sens où malheureusement, il faut détenir, en Afrique particulièrement, il faut s'attendre à détenir l'actif pendant une durée de, je dirais, plus de 7 à 10 ans. Pourquoi? Parce que typiquement, le underwriting prévoit que l'hôtel va performer très bien au bout de 5 ans, mais les choses se passent différemment. On a une crise Ebola, on a malheureusement un attentat, on a une élection politique, etc., qui fait que ça impacte les performances et qu'il faut réadapter sa stratégie. On pensait sortir cette année-là, non, il va falloir attendre que l'hôtel bounce back avant de le mettre sur le marché. Donc il faut être patient, il faut avoir les reins solides. Et on a la chance d'avoir un actionnaire de référence qui, lui, a une affection particulière au hospitality. Il aime les hôtels, il s'y investit personnellement. Donc, il a été toujours là, présent pour répondre à ses engagements. Le risque d'exécution, la capacité d'exécution, et aussi le entitlement ou bien la capacité d'obtenir des fonciers libres de tout gage ou autre. Mohamed, vous êtes on va dire un développeur dans l'âme depuis plusieurs années. Je parle à Mohamed lui-même, la personne n'est pas forcément Eagle Hills, mais Eagle Hills aussi est une entreprise purement de développement. Si vous devez nous résumer un peu les 3 à 4 problématiques de développement dans le cadre de master développement, et la raison pour laquelle, parce que la perception, pour la question, la perception c'est que on démarre toujours un hôtel avec l'idée de le finir dans 2 ans et on le finit en moyenne en 5 ans. On est bien d'accord, c'est ça la perception, c'est que même les banques maintenant comprennent ça. Quand on leur présente un dossier à 2 ans, ils le réajustent et ils mettent 5 ans. 5 ans, tu es optimiste. Voilà, je suis optimiste en 5 ans. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles le développement d'hôtels dans notre région est plus difficile? Je sais que ce n'était pas la question qui était préparée. Non, mais en fait, plusieurs problématiques. Le cycle de développement, comme vous le savez, de toute façon, le cycle théorique de développement, c'est on fait le design, on se met d'accord avec l'opérateur sur les standards et même sur le résultat de l'application de ces standards sur notre projet. Après, il faut bien sûr se mettre d'accord avec les autorités pour que ce projet puisse être autorisé. Et après commence le cycle d'exécution. Alors, l'équilibre déjà entre ces différentes composantes du cycle de développement est très important. Les actionnaires, de manière générale, veulent démarrer tout de suite. Ce qui fait qu'il y a une pression énorme sur l'amont du cycle de développement, qui est donc la réalisation du concept et donc le design du projet, qui fait que on essaye au maximum de faire le strict nécessaire et éventuellement de démarrer le projet, de continuer plus tard à finaliser. Mais vous évoquez la partie administrative, donc là vous dites il y a un déphasage entre les attentes d'un investisseur qui veut investir et qui veut le faire très vite et peut-être le circuit administratif de pouvoir autoriser, de pouvoir effectivement démarrer les constructions.
Oui, Donc ça, mais c'est une des composantes. c'est number Il y a one. aussi des composantes internes que généralement on ne voit pas, qui sont justement la finalisation du cycle de design, très important, qui généralement ne se fait pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne prend généralement pas le temps de finaliser la conception d'un hôtel avant de le démarrer. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on se retrouve dans la phase de réalisation à gérer un certain nombre de problèmes qu'on aurait très bien pu éviter au moment de la conception. D'accord. Ça, c'est numéro un. Ça, on va dire, c'est Voilà. plutôt numéro 2, Alors, parce que là, on parle de est-ce qu'on a fini le design avant de démarrer les constructions, plutôt Absolument. et généralement, ce que vous dites, et ça, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, je pense plusieurs d'entre vous l'ont vécu dans la salle, on a démarré les travaux et on n'a pas encore les plans de synthèse, on n'a pas encore l'intérieur design qui est fini, et donc Voilà. on va redémolir certains On trucs. les a, Voilà. on les a de toute manière jamais. Alors, vous avez droit à une raison De plus. toute mon expérience, je n'ai jamais vu une étude finalisée avant de démarrer les travaux. Très C'est bien. clair. Donc, Alors après, bien sûr, il faut que ce projet réponde non seulement aux objectifs de l'investisseur, mais aussi aux objectifs des autorités. Parce que, comme vous le savez, un hôtel, surtout un hôtel, n'est pas un investissement privé, c'est un équipement de la ville. là, vous parlez du cas marocain et des master Voilà. plans que vous faites Tout à fait. au niveau du Maroc. Donc là, Et donc, vous avez des contraintes de conception avec la ville ou bien d'accord de conception avec la ville. Voilà. En fait, il faut matcher la vision de tout investisseur privé avec les attentes de la ville. De la ville. Par exemple, vous faites vos études de marché et vous dites, OK, dans cette région, on a besoin ou dans ce quartier, ou dans cette ville, on a besoin d'un hôtel de, allez, 100 clés. Et que l'ambition des autorités est d'avoir 200 clés dans leur propre programme de développement. Mais si tu permets, parce que c'est une bonne transition, juste, tu es en train de décrire un process qui est très local, quelque chose qui se négocie avec des autorités locales. Et je vois très bien qu'au niveau d'Eagle Hills, votre stratégie a toujours été, lorsque vous êtes dans l'immobilier quelque part, vous êtes très localisé, vous avez des équipes en fait qui supervisent chacun des master plans. Ça m'interpelle par rapport à la stratégie Casada et à votre vision africaine, parce que là, vous êtes adossé à un opérateur, vous avez les fonds. Quelle est votre vision de comment résoudre les problématiques d'exécution, justement, et des aspects d'exécution locale? C'est une vision panafricaine, avec effectivement un vrai sujet qui est l'exécution. Hier, dans les débats, on présente les chiffres, le potentiel, on écoute des développeurs assez enthousiastes, et ensuite on regarde la réalité de ce qui est délivré, et je parle encore une fois de l'Afrique subsaharienne, et on voit bien qu'il y a un gap qui est très significatif. Et en fait, on a besoin, pour réussir un projet, d'arriver à faire travailler ensemble, de façon efficace, 3 types d'acteurs, qui sont à la fois des entrepreneurs locaux et qui ont une capacité d'accès au terrain, et c'est souvent très local, des personnes qui font du financement, et on a bien vu dans le panel précédent, et tu as posé la question clé sur ce différentiel de perception, vous avez envie de faire du financement, but, et pour réussir un hôtel, on a besoin de toute une série de professionnels dans du design, dans de la construction, dans de la logistique, dans des équipements, qui aussi ont besoin de s'engager, de mettre en place des ressources. Et en fait, tous ces acteurs aujourd'hui sont confrontés à une même problématique qui est un sujet de taille critique. Et donc effectivement, le grand pari de Casada, est-ce qu'on veut amener de nouveau et différent dans le marché, et la capacité de pouvoir mettre en place une plateforme, un système avec des professionnels dans lequel on arrive à travailler de façon industrielle, efficace, professionnelle, éthique, à grande échelle sur un nombre de capital. Est-ce que ça va être simple? Bien sûr non, parce qu'il y a la réalité locale et de chacun des projets, et sur ce panel, beaucoup sont très expérimentés, l'ont vécu au quotidien. Maintenant, avec le support de Accor, avec le support de Qatar Hospitality,
avec de l'accès au financement à relativement grande échelle, avec la capacité de développer notre plateforme et de discuter avec un nombre d'acteurs importants sur différents pays. Voilà, on va être en mesure, en tout cas c'est notre pari, de pouvoir essayer d'apporter en Afrique des process et Une valeur ajoutée. une valeur ajoutée, un fonctionnement qui existe dans d'autres marchés et qu'on a du mal à faire vivre, alors qui existe partiellement en tout cas au Maroc, où il y a des acteurs établis, et que ce soit au niveau financement ou au niveau développeur, qu'on peut trouver aussi un petit peu en Afrique du Sud, où là aussi il y a des acteurs bien établis. Mais c'est vrai que pas sur sur le l'Afrique reste du continent. subsaharienne, il y a un besoin. Et donc la vocation de Cassada, c'est d'essayer d'adresser et répondre autant que possible à ce besoin. Donc, si j'ai bien compris, l'idée et l'ADN, c'est de dire d'abord la taille pour qu'on puisse se permettre les ressources. Deuxièmement, les partenariats locaux pour qu'on puisse avoir de l'échange avec le partenaire local et avoir ce pied local. Troisièmement, l'opérateur derrière et donc toute la coordination, que ce soit d'un point de vue spécification ou bien d'un point de vue technique, nous sommes quasiment intégrés avec l'opérateur et donc il n'y a plus de sujet de standards et de comment ces standards sont implémentés. Et après, vous avez du capital passion. Et sur le sujet du capital passion, j'ai une dernière question pour Adil et après je vais prendre des questions de l'audience. Adil, d'un point de vue expérience que vous avez eue en tant que banque et gestionnaire, on va dire, ou bien que gestionnaire sur le Maroc avec des financements variés entre PI généraliste, le private equity généraliste et private equity spécialiste dont l'immobilier hôtelier, vous avez sollicité des assurances, des fonds de pension et autres investisseurs sur ces fonds-là et vous avez structuré des véhicules de développement. In hindsight, et 10 ans plus tard, est-ce que c'était la bonne stratégie d'avoir ces pourvoyeurs de fonds dans cette typologie de développement ou pas? Alors, effectivement. Donc, avec du recul de 10 ans. Oui, bien sûr. Oui. Avec le recul de 10 ans, donc nous, on a amené ces investisseurs institutionnels marocains, la plupart, dans cette aventure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été, après 2008, dans une euphorie sur des plans gouvernementaux qui étaient lancés. Et donc, on a deux types de problématiques. Sachant qu'on est au stade où certains de nos hôtels ont démarré leur exploitation il y a 2 ans, il y a 1 an. Donc, oui. on commence à opérer. Opérer, exact. Voilà. Donc, certains actifs n'ont pas été développés parce qu'ils sont dans des zones où, on va dire, l'État n'a pas fait, où l'infrastructure n'est pas là. C'est le risque Greenfield, en fait, était important, donc vous n'avez pas... Donc, les promesses n'ont pas été tenues, donc le foncier est resté comme ça, où l'actif est construit, où il a été racheté, mais il n'est pas opéré. Donc ça, c'est un risque énorme qui a été pris. Donc ça, c'est de la, excusez-moi de le dire tel que, mais c'est de la perte sèche, c'est-à-dire qu'on a démarré ou bien on a acheté un foncier et puis après on a abandonné. Bon, on a d'espoir sur certaines zones pour qu'elles soient redynamisées pour pouvoir opérer. Quelle a été la réaction des actionnaires à ça? Excusez-moi d'être un peu précis, hein, mais quelle a été la réaction? C'est-à-dire, est-ce que les actionnaires avaient bien compris ce risque au départ et quels étaient, on va dire, les apprentissages après qu'on soit devant ces situations? Les actionnaires ont pris le risque en connaissance de cause parce que c'est public, mais en fait, c'est par intermittence. En fait, on est sur des cycles. Nos actionnaires, on a l'avantage qu'ils aient le souffle long. C'est-à-dire qu'ils tablent sur du long terme. Ils ne cherchent pas forcément l'exit, mais ils cherchent un rendement. Ils auraient adoré être dans le modèle mauricien où ils auraient un rendement stable sans rentrer dans les difficultés du secteur. Toujours étanche, si je reviens. Donc, il y a la première partie, c'est le risque de Greenfield. La deuxième, c'est qu'on a commencé à développer des actifs. On a 2-3 challenges. Le premier, c'est la relation avec l'opérateur et la relation avec les entreprises locaux ou le contractant en général qui construit pour nous l'hôtel. Donc l'exécution. L'exécution. Le risque d'exécution, c'est le risque le plus important. Et aussi l'expertise de tous, même de notre part, l'expertise dans ce domaine est encore récente et on a un peu essuyé les plâtres.
Alors si je reviens sur L'adaptabilité, oui. le contractant, en fait, il y a des projets qui sont faciles, des projets qui sont difficiles selon le standing qu'on recherche. Et selon le cas, on a l'expertise au Maroc ou on l'a pas. Un hôtel, c'est très compliqué, comme ce qu'a dit Mohamed. Donc il y a la partie étude qui dure et qui coûte. Il faut réfléchir sur la partie fonctionnalité. Donc c'est important de bien concevoir. Donc là aussi, vous confirmez le même constat, c'est-à-dire que Voilà. la conception, peut-être, c'est le sujet sur lequel on aurait pu s'attarder un peu plus et travailler un peu plus Exactement. pour limiter le risque d'exécution. L'exécution aussi, c'est la qualité des finitions qu'on demande qui n'est pas toujours à l'heure. Ouais. Alors l'opérateur, comme il n'a rien payé de sa poche, donc il demande le maximum. Donc il faut gérer cette relation avec l'opérateur pour savoir jusqu'où on peut, tout ce qu'on peut accepter. Et quand une construction dure 5 ans, les standings changent. Donc l'opérateur a tendance à ramener la dernière nouveauté pour pouvoir être toujours dans le temps. Et donc ce délai qui s'allonge, ces surcoûts font que les BP qu'on avait projetés au départ ne sont plus d'actualité et les performances ne sont pas là. Et donc les valeurs des actifs, aujourd'hui on a démarré certains actifs, sont nettement dépréciés par rapport à la valeur qu'il y avait dans le business plan. On se dit soit il faut attendre 5-7 ans, comme ce qui a été dit, pour être en régime de croisière, soit de vendre, c'est-à-dire on pense exit tout de suite, avant même que les chiffres commencent à se voir. Ouais, si vous permettez, comme on a malheureusement pas beaucoup de temps qui nous reste, j'aimerais juste faire un petit summary et je m'excuse pour l'audience, mais on est en train de me dire que time out et on est en train de donner le carton rouge. Donc très rapidement, je pense que d'un point de vue cycle, on voit très bien que le sujet principal que nos investisseurs voient comme hurdle, c'est l'exécution. D'un point de vue retour sur investissement, il est clair que le modèle locatif et le rendement locatif, c'est le modèle favori de l'investisseur parce que l'exposition à ce risque d'exécution ou ce risque opérationnel n'est pas quelque chose de très bien, on va dire, apprécié, mais comprise par les investisseurs sur la place. Je retiens aussi le commentaire d'Exit que je trouve très important parce qu'on fait tous cette erreur d'avoir un business plan où il y a un exit qu'on ne connaît pas. Le fait de dire que finalement la liquidité de sortie elle est plus dans le marché local que le marché international, c'est-à-dire que sur le continent et sur le pays où on travaille, nous n'avons pas encore développé les transfrontières d'un point de vue investissement et que ça reste timide par rapport à la capacité locale. Et donc, faites vos partenariats locaux, assurez-vous qu'il y a toujours cet aspect de localiser, on va dire, de l'investissement qui aide. Des méthodes de financement et des méthodes de structuration qui sont différentes. Voilà, je vais malheureusement devoir remercier notre panel, mais là encore, il y a beaucoup d'argent autour de ce panel. Si vous avez besoin de fonds propres, il y a juste Kingdom Hotels qui vous dit qu'il n'a plus d'argent. Alors, mais par contre, le reste, il y a beaucoup d'argent. Merci à vous tous. Merci encore pour ces éclaircissements et thank you. Merci Naufel, merci d'avoir modéré brillamment ces deux panels et merci d'avoir respecté le temps. No, I'm sorry, I apologize for the questions because I got Time's up. Non, une seule question. Non mais de toute façon vous pouvez les avoir, ils vont descendre de scène, vous pouvez les prendre à part et leur poser des questions. Hein. Alors, right, très rapidement, let's do on that. fait une exception. Yeah. Très rapidement. Can we have the microphone, please? On vous amène le micro. Allez-y, Karim. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait exception. Merci à vous. Je suis effectivement Karine Cécilia Harissani. Je viens du Gabon. Je suis la directrice générale de l'agence de tourisme de Gabon. J'ai une question importante à poser parce que déjà dans la salle, l'Afrique centrale n'est pas très représentée. Très représentée. Alors j'ai deux questions. Pourquoi les gros investisseurs n'investissent pas beaucoup en Afrique centrale? On nous parle beaucoup plus de l'Afrique du Nord. Et l'autre, c'est l'Afrique centrale semble être un frein à l'investissement hôtelier pour une haute ou moyenne gamme, étant donné que nous disposons d'une stabilité climatique attractive. Je ne veux pas indexer les pays d'Afrique du Nord, mais le Maroc
est l'un des seuls pays qui investit beaucoup au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Le Maroc est en Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai vu. Actuellement, ils sont en train de faire une marina là-bas. Et le Maroc est au Gabon. Alors, je voudrais poser la question aux investisseurs qui sont face à nous. Pourquoi vous n'avez pas d'intérêt aussi pour l'Afrique centrale, étant donné que nous sommes tous africains? Voilà ma question. Merci, Merci. Gary. Qui est-ce qui est gros sur Kingdom Hotels, quand vous étiez en prospection, quels étaient les critères qui vous ont amené à choisir les pays où vous avez investi et pourquoi est-ce que l'Afrique centrale n'était pas dans ces critères? Typiquement, on va remonter dans le temps. Comme j'ai dit, on a commencé à investir il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, les pays africains qui avaient un début d'infrastructure, qui avaient un début de ease of doing business. Airline access? Airline access, la connectivité, c'était un des facteurs principaux où il y avait des opportunités de terrain. C'était des pays typiquement en Afrique de l'Est. Même pas en Afrique du Nord. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec le premier commentaire, ce qui veuille que les gros investisseurs n'ont pas d'intérêt en Afrique centrale. Je pense que it's just a matter of time. It's just a matter of time. On reçoit beaucoup d'opportunités. Malheureusement, nous, en tant qu'investisseurs, nous ne déployons plus de capitaux. Mais si on devait le faire, beaucoup de pays à l'Afrique centrale seraient des pays qui seraient considérés pour des développements hôteliers. La dernière réponse, Casada ouverte à l'Afrique centrale? Oui, bien sûr. Il n'y a pas forcément d'opposition entre Accor est présent et fier d'être présent en Afrique du Nord et d'être présent en Afrique subsaharienne et de se renforcer, y compris l'Afrique centrale. En revanche, ce que vous dites est effectivement très juste sur le fait que si vous regardez juste les statistiques, je ne suis pas sûr que celle-ci ait été donnée hier, si vous regardez le nombre de chambres pour 1000 habitants et vous prenez les statistiques de l'Afrique du Nord et vous appliquez ça sur l'Afrique subsaharienne, ça fait déjà 100 000 chambres. Le gap qui existe, donc si on avait le même ratio, on a un gap de 100 000 chambres. Donc il y a énormément à faire sur l'Afrique subsaharienne, sur les différentes parties de l'Afrique subsaharienne, et d'adresser ce à quoi vous faites référence, qui est effectivement de se dire l'Afrique dans sa globalité est le continent dans lequel on a la croissance économique la plus forte, la croissance démographique la plus forte, et aujourd'hui un parc hôtelier, et notamment un manque d'enseignes internationales qui aujourd'hui est un vrai besoin. Donc c'est, en tout cas, il y a au moins avec Casada un nouvel investisseur qui va se concentrer sur ce marché. Il y a un deal à faire. Dernier commentaire à dire, oui. En fait, c'est un parallèle, Afrique centrale, Maroc ou n'importe quel autre pays africain, il faudrait un segment, il faut adresser l'hôtellerie qui est destiné à la consommation locale. Ça, c'est quelque chose qui va rendre chaque pays indépendant par rapport à un flux touristique ou à de la géopolitique. Donc, même au Maroc, j'encouragerais des investissements dans de l'hôtellerie locale, business, mais qui ne soient pas dans le high-end. Très bien. Merci. Merci à vous, merci pour ces Merci réponses. beaucoup. Merci Naufel pour ces deux panels, vous Merci. pouvez les applaudir.